En décembre 1984, le producteur de la télévision américaine Jamie Chandera a reçu une lettre contenant une pellicule photographique. Lorsqu'il a développé les photographies, il a découvert un document de 8 pages décrivant une organisation secrète, créée en 1947, possédant des informations étendues sur le phénomène des ovnis. Ce groupe ultra secret aurait pendant 50 ans caché au monde la vérité sur les visites extraterrestres sur Terre. L'unité d'élite portait le nom de code Majestic 12. Des questions sur les faits et les falsifications, sur la durée pendant laquelle il est possible de garder secrète l'existence d'une organisation secrète, ont commencé à émerger. Un petit groupe de personnes pouvait-il garder secrète des données d'une importance mondiale? Où se situe la frontière entre la désinformation et le complot secret? Aux États-Unis, où l'étude des ovnis a été menée par les forces aériennes pendant plus de 20 ans, le Pentagone a déclaré que toute recherche sur ce phénomène mystérieux n'avait plus de sens. Les militaires ont déclassifié tous les matériaux collectés et ont affirmé qu'ils n'avaient plus rien à cacher concernant les ovnis. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord avec cette déclaration. Des ufologues américains se sont tournés vers des agences gouvernementales telles que la NASA, le FBI et la CIA, demandant l'accès à des centaines de documents dont l'existence avait été précédemment démentie. Combiné avec de faux rumeurs sur des soucoupes volantes retrouvées et des hommes en noir mystérieux, l'idée d'un complot mondial secret commence à sembler moins farfelue. Mais y a-t-il des raisons de croire à de telles rumeurs? En 1989, Bob Lazar, un homme devenu célèbre grâce à ses déclarations sur une base militaire secrète dans le désert du Nevada, a révélé au monde la zone 50 et 1. Ces affirmations, selon lesquelles il avait travaillé sur une base souterraine ultra secrète située près de Groom Lake, ont été critiquées. Lazar a déclaré qu'il avait été invité à étudier des vaisseaux spatiaux extraterrestres retrouvés. Il a affirmé qu'il était physicien nucléaire de formation et qu'on lui avait confié l'étude des systèmes propulsant le vaisseau extraterrestre. Cependant, des doutes ont été soulevés concernant ses qualifications, car il n'avait pas de diplôme et il était peu probable qu'il ait étudié la physique dans un établissement d'enseignement supérieur. Stanton Friedman, un scientifique, lui a posé des questions simples sur le cours de physique et Lazar n'a pas pu y répondre de manière cohérente. Les problèmes de Lazar ne se limitaient pas à la communauté scientifique. En 1990, il a été arrêté pour proxénétisme. Les chercheurs affirment que la véracité de l'information est déterminée par la fiabilité de sa source. Et, dans le cas de Lazar, des scientifiques respectables ont peu de chances de prendre ses paroles au sérieux. Néanmoins, grâce à lui, des événements inhabituels survenus dans la zone 50 et 1 sont devenus connus. Près de Groom Lake, plusieurs témoins oculaires ont filmé avec des caméras amateurs des objets brillants, effectuant des manœuvres inhabituelles dans le ciel. Ces objets étaient-ils le résultat d'une technologie extraterrestre? La zone Groom Lake a été construite en 1954 après un accord entre la CIA et la société aéronautique Lockheed. C'est ici que des avions secrets tels que le U-2, le SR-60 et un Blackbird, le chasseur F-117 et le bombardier B-2 ont été développés. Aujourd'hui, les pilotes militaires utilisent de plus en plus des drones capables d'effectuer des manœuvres incroyables dans le ciel, ce que les avions ordinaires ne peuvent pas réaliser. Dans ce contexte, il est impossible de ne pas se souvenir des objets que les témoins ont observés au-dessus de la zone 50 et 1. Les rumeurs selon lesquelles les militaires auraient découvert un vaisseau extraterrestre écrasé continuent de circuler. Beaucoup pensent que les progrès dans le domaine de l'aviation sont en grande partie dus à des technologies extraterrestres. Peu avant sa mort en 1998, le colonel à la retraite Philippe Corso a publié un livre intitulé « Le jour suivant, Roswell ». Dans celui-ci, il affirmait que les militaires avaient utilisé la technologie d'une soucoupe volante trouvée en 1947 près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Corso se souvenait comment son supérieur au Pentagone, le général Trudeau, lui avait ordonné d'examiner les débris d'un ovni conservé dans un hangar militaire. Il soulignait que les opérations secrètes étaient généralement menées par l'armée de l'air, tandis que l'armée effectuait le travail le plus ingrat. Peut-être que cette fois,
l'armée a décidé de jouer un rôle décisif dans l'opération. Le général Trudeau a transmis les restes du vaisseau extraterrestre au colonel Corso pour études et recherches d'applications pratiques. Dans des conditions de secret accrues, il a été décidé de transmettre les restes du vaisseau à plusieurs laboratoires, où des scientifiques ont été chargés d'examiner l'objet et de déterminer quels bénéfices pouvaient en être tirés, garantissant un brevet d'invention. Il existe des opinions selon lesquelles le transistor a été inventé grâce à l'utilisation de technologies extraterrestres. Cependant, si l'on se tourne vers le bureau des brevets, on peut apprendre que les semi-conducteurs ont été brevetés bien avant les événements de Roswell. Le scientifique français Jean-Pierre Petit, l'un des principaux chercheurs en hydrodynamique magnétique, estime que certaines inventions technologiques pourraient avoir été créées avec l'aide d'extraterrestres. Dans son dernier livre, OVNI et armes secrètes américaines, il partage des informations étonnantes que plusieurs collègues américains lui ont révélées lors d'une exposition des réalisations militaires. Ils ont répondu avec empressement à ces questions et ont indiqué qu'en 1947, un vaisseau spatial extraterrestre supersonique avait été découvert à Roswell, qui n'était pas destiné à des voyages spatiaux prolongés. Cela a donné aux militaires une preuve tangible de la manière dont les magnéto-hydrodynamiques pouvaient être utilisées. Une directive a immédiatement été émise par la hiérarchie. Nous ne voulons pas que la situation de la bombe atomique se reproduise. Que ce vaisseau reste uniquement en Amérique, donc je demande de désinformer le public. Le plan a parfaitement fonctionné. Au début des années 70, personne n'avait entendu parler ni du vaisseau spatial, ni du phénomène de la magnéto-hydrodynamique. Des recherches aux États-Unis étaient menées dans la zone 50 et un dans un laboratoire souterrain ultra secret. En 1987, en donnant des conférences à Berkeley à l'invitation de son ami Tony Oppenheim, Corso remarqua le professeur Kankel, qui ne pouvait pas trouver sa place tout au long de la conférence. Lui et Oppenheim avaient tous deux 70 ans, et celui-ci demanda à Kankel ce qui le préoccupait tant. Le professeur répondit qu'il était très inquiet, car un Français parlait ouvertement de ce qui était étudié dans des laboratoires secrets aux États-Unis, tels que le laboratoire Lawrence Livermore. Cette information était considérée comme tellement secrète qu'il n'avait même pas le droit de parler de quoi que ce soit de semblable. Le scientifique français expliquait les actions de la magnéto-hydrodynamique aux étudiants de deuxième année, bien que cette question soit considérée comme ultra secrète aux États-Unis. Cela a créé une situation embarrassante. Les gens de Brighton disaient à Corso qu'ils caricaturaient tous leurs secrets militaires. Il s'est avéré que le professeur Pitti avait reçu des informations non seulement sur la magnéto-hydrodynamique. Il avait également appris que les Américains avaient un torpille capable d'atteindre une vitesse supérieure à 3000 km à l'heure et un avion supersonique capable d'atteindre l'orbite terrestre. De plus, on parlait du fait que les États-Unis avaient déjà envoyé un vaisseau spatial habité sur Mars. Les scientifiques ont cru cette information sans hésitation. La question demeure, Jean-Pierre Pitti est-il tombé dans le piège des désinformateurs qui avaient autrefois inventé le mythe des hommes en noir? Ce sujet est devenu l'un des favoris des partisans de la théorie du complot mondial. Dans les années 50, dans un contexte d'intérêt croissant pour le phénomène OVNI, des groupes de chercheurs ont commencé à se former, qui abordaient sérieusement l'étude de ce phénomène. Bien que l'on puisse aborder l'activité de telles organisations avec scepticisme, leurs publications attiraient l'attention. Parmi elles, un groupe se distinguait, dans lequel Gray Barker, un Américain s'étant intéressé aux soucoupes volantes au début des années 50, jouait un rôle actif. Il rejoignit une petite organisation sur la côte Est, dirigée par l'ufologue Albert Bender. À cette époque, l'intérêt pour les ovnis commençait à prendre de l'ampleur. Et peu après la publication d'un article de Keough dans de grands journaux, beaucoup commencèrent à envisager de créer leur propre groupe ou revue consacrée à ce sujet. Cependant, tous n'en arrivaient pas à écrire des livres. La plupart se contentaient de publier des bulletins d'information. Gray Barker devint membre d'un groupe affirmant recevoir des informations du monde entier. Lorsque des personnes d'autres villes et pays écrivaient à cette organisation, elles étaient immédiatement ajoutées à la liste et le réseau se développait rapidement.
Mais ensuite, quelque chose d'étrange se produisit. Le président de l'organisation, Al Bender, cessa soudainement ses activités. Ses amis étaient perplexes. Bender affirmait que 3 mystérieux hommes en noir lui avaient rendu visite et lui avaient ordonné de cesser ses recherches. Selon ses dires, il s'était approché trop près de la vérité et devenait une menace pour quelqu'un. Ces personnages mystérieux étaient vêtus de costumes noirs, portaient des chapeaux en feutre et se déplaçaient dans une Cadillac rappelant des images du film Men in Black. Cela devint le premier rapport connu sur des figures mystérieuses. Contrairement à Bender, Gray Barker décida de poursuivre ses recherches et de comprendre ce qui s'était passé. En 1956, il publia un livre intitulé « Ils en savaient trop sur les soucoupes volantes », qui devint la première publication sur ce sujet. Depuis lors, dans les cercles ufologiques, les hommes en noir devinrent un sujet à part entière, bien qu'ils n'aient pas reçu l'attention qu'ils méritaient pendant longtemps. La plupart des ufologues se concentrèrent sur l'étude des ovnis eux-mêmes, laissant les personnages mystérieux dans l'ombre. Cependant, grâce au film hollywoodien sur les hommes en noir, ce sujet devint connu du grand public. Dans son livre, Gray Barker suggéra que les hommes en noir étaient peut-être des agents du FBI. Cette hypothèse attira l'attention du Federal Bureau of Investigation qui, en janvier 1959, informa ses agents à Chicago de son souhait de se familiariser avec le livre de Barker. À la suite de l'enquête, les agents du FBI conclurent qu'ils n'avaient aucun lien avec les événements liés à Albert Bender. Si ce n'étaient pas des agents du FBI, alors qui étaient-ils? Après quelques années, plusieurs ufologues ont rendu visite à E. Bender dans l'espoir d'entendre sa version des événements, mais il est resté silencieux. En 1958 ou 1959, Bender a publié un article sur ce qu'il a appelé le démasquage, dans lequel il décrivait simplement comment il avait été menacé pendant de nombreuses années. En 1962, Gray Barker a publié le manuscrit de Bender qui présentait sa version des événements. Les ufologues ont été déçus, car les nouvelles informations ne correspondaient pas à ce qui avait été exposé dans le premier livre de Barker. Les hommes en noir n'étaient ni des agents gouvernementaux, ni des représentants de services de renseignement étrangers. Selon certaines affirmations, des extraterrestres auraient une base en Antarctique. Cependant, seuls les amateurs de science-fiction de bas étage pouvaient croire cela. De nombreux ufologues avec qui le chercheur a discuté considéraient cette déclaration comme une simple légende. Bender a affirmé que ces êtres apparaissaient chez lui à partir de l'air et les décrivait même comme des représentants de différents sexes. Dans son livre, Bender partageait des histoires qui ressemblaient à une lecture de bas étage avec des éléments érotiques. Il affirmait que les extraterrestres l'avaient emmené plusieurs fois sur leur base, prétendant qu'ils étaient venus sur Terre à cause d'un élément vital contenu dans notre eau. Selon ses dires, les extraterrestres s'étaient retournés sur leur planète en 1960 ou 1961, et ce n'est qu'alors qu'il a pu parler de son secret. Jusqu'à ce moment-là, il lui avait interdit d'en parler, ce qui avait conduit à son départ du groupe de recherche. Cette étrange histoire reflétait la personnalité de Bender, qui n'était pas un ufologue au sens traditionnel du terme. Barker, qui avait ajouté ses commentaires aux révélations de Bender, avouait qu'il lui était même difficile de croire au récit d'Alverda. En conséquence, parmi les ufologues, l'histoire des hommes en noir a cessé d'être prise au sérieux, bien que cette question ait été discutée beaucoup plus souvent que de nombreux autres problèmes. En dehors du mythe créé par Barker et Bender, les récits sur les hommes en noir apparaissent dans la littérature sur les ovnis. Dans les années 1960, ce sujet était constamment débattu. En 1967, en Union soviétique, des tracts circulaient parmi les employés, annonçant que des citoyens en vêtements civils se présentant comme des membres d'une unité d'élite du commandement de la guerre aérienne visitaient des témoins d'ovnis et leur demandaient de ne rien révéler sur leurs observations. À l'époque, les forces aériennes avaient déclaré que ces visiteurs étaient des imposteurs, et chaque militaire possédant des informations sur de tels incidents devait immédiatement en informer ses supérieurs. La ufologue britannique Jenny Randles, dans son livre sur les hommes en noir,
présente de nombreux témoignages de témoins qui ont été visités par ces figures mystérieuses. Les témoignages ont été recueillis depuis les années 1950. Mais si les hommes en noir ne sont pas des agents d'un service gouvernemental secret, qui sont-ils vraiment? La chercheuse exprime son intérêt pour ces personnages énigmatiques, affirmant que leur existence ne fait aucun doute. Cependant, la question demeure, ont-ils un lien avec des opérations secrètes ou s'intéressent-ils simplement à des phénomènes paranormaux? Peut-être que quelqu'un répand délibérément des rumeurs sur les hommes en noir, jouant avec ceux qui croient aux extraterrestres. D'un autre côté, il y a des gens qui aiment porter un uniforme et s'imaginer en agent. Certains ressentent le besoin de porter l'uniforme de policier ou de médecin pour sentir le respect des autres. Peut-être que les hommes en noir apprécient simplement leur rôle d'agent d'une organisation gouvernementale secrète. Une telle organisation existe-t-elle? Peut-être s'agit-il de Majestic 12. En novembre 1950, l'ingénieur Wale Bruce Smith, travaillant au département fédéral des transports, est revenu à Ottawa après une visite à la capitale des États-Unis et a soumis un rapport officiel sur son voyage. Il a remarqué qu'aux États-Unis, le phénomène des soucoupes volantes était classé plus secrètement que la bombe à hydrogène. Smith a appris qu'un groupe dirigé par le docteur Vannevar Bush, conseiller scientifique du président Truman, avait été créé pour étudier ce phénomène aux États-Unis. Les rumeurs sur l'existence de cette organisation secrète s'occupant des soucoupes volantes continuent de circuler jusqu'à aujourd'hui. Au début des années 1950, le capitaine Edward Ruppelt dirigeait le projet Livre bleu, qui s'occupait de l'étude des analogues des ovnis. Dans son livre « Rapport sur les objets volants non identifiés », Bob Lazar décrit comment, pendant son travail sur le projet, il avait l'impression persistante qu'une certaine organisation secrète se cachait derrière l'étude des ovnis. Cette organisation, connue sous le nom de Majestic 12, figure dans de nombreux documents concernant ses activités. L'un de ces documents, rédigé pour le président Eisenhower, était un mémorandum que Jamie Chandera a reçu sous forme de pellicule photographique non développée de 16 clichés. Il existe au moins 2 de ces pellicules. L'une est conservée par Bill Moore et l'autre par Chandera, et elles sont absolument identiques. Chandera a fourni une copie des documents capturés sur sa pellicule, parmi lesquels se trouve le célèbre mémorandum de Truman Forrestal, daté de 1947. Il est considéré que c'est avec ce mémorandum que l'activité de Majestic 12 a commencé. Les 6 premières pages du document, probablement rédigées en novembre 1952, étaient adressées au président Dwight Eisenhower et exposaient brièvement les objectifs du projet Majestic 12. Les 2 pages suivantes contenaient des annexes au mémorandum daté du 24 septembre 1947 et le document était signé par Harry Truman, alors président des États-Unis. Le mémorandum stipulait que le président chargeait le ministre de la Défense James Forrestal de poursuivre le travail sur l'opération nommée Majestic 12 avec la participation du conseiller scientifique de la Maison-Blanche, le docteur Bush. Les documents étaient marqués comme strictement confidentiels et secret d'État, accessible uniquement pour consultation visuelle. Selon ces documents, le projet Majestic 12 avait été lancé sous l'égide de Truman. D'après les papiers auxquels il a été possible d'accéder, ce projet a existé sous ce nom et a continué à fonctionner sous d'autres noms jusqu'en 1976. Les documents se concentraient principalement sur l'incident de Roswell et parlaient de la création d'un groupe ultra secret, Majestic 12, qui devait avoir une connaissance complète de tout ce qui était lié aux ovnis et à Roswell. Avec le temps, le projet semblait avoir élargi ses recherches, incluant peut-être les spécificités techniques des vaisseaux extraterrestres. Lazar possède un document daté de 1952 qui indique que les chercheurs étaient au courant de la technologie extraterrestre. Ces papiers n'étaient pas uniques. Au cours des années suivantes, des documents similaires, toujours anonymes, étaient envoyés aux ufologues. L'un des documents les plus significatifs était une instruction pour les agents de Majestic 12. Après sa retraite en 1995,
Lazar a été informé par son ami Stanton Friedman, un ufologue renommé, que Don Maldener, le responsable du groupe enquêtant sur les ovnis, avait reçu des documents qui pourraient l'intéresser. Lazar a demandé à Donald de lui faire une copie. L'un de ces documents contenait des instructions pour les agents participant à des opérations spéciales, indiquant comment les militaires devaient agir lors de la découverte d'un ovni écrasé, quoi dire aux témoins et où transporter les corps d'extraterrestres et les morceaux du vaisseau. Au milieu des années 1980, lorsque les premiers documents du projet Majestic 12 ont été obtenus, plusieurs ufologues ont commencé à examiner ces papiers, essayant de comprendre leur véracité. En conséquence, ils ont commencé à aborder les documents secrets avec méfiance. Lazar considère qu'il est évident que ces documents sont falsifiés, et cela est confirmé par des chercheurs tels que Barry Greenwood et Robert Todd. En particulier, la signature du président Truman sur l'un des mémorandums a clairement été copiée d'un autre document, authentique, conservé aux archives nationales. Les autres documents contenaient des données variées, mais ne mentionnaient pas que de véritables opérations ou recherches avaient jamais été menées. Des doutes sur l'authenticité des documents sont apparus lorsque ceux-ci ont été rendus accessibles au public. À partir de ce moment, les contrefaçons ont commencé à apparaître partout, y compris, malheureusement, parmi les ufologues. Si le projet Majestic 12 a réellement existé, son existence aurait tôt ou tard été révélée. Étant donné l'attrait des médias pour les sensations fortes et la divulgation des secrets gouvernementaux, il est difficile de croire que les activités de ce projet aient pu rester secrètes aussi longtemps. Selon des rumeurs, les militaires et les scientifiques américains possédaient depuis plus de 50 ans une soucoupe volante et les corps d'extraterrestres décédés, mais cette information n'a jamais été rendue publique. Une telle recherche a sans aucun doute impliqué de nombreuses personnes. Si quelqu'un avait pu présenter à des experts indépendants des preuves de l'existence d'OVNI ou d'un projet d'étude à leur sujet, cela aurait immédiatement fait le tour du monde. Néanmoins, des chercheurs sérieux n'ont pas voulu s'attaquer à ce problème, car jusqu'à présent, personne n'a fourni de preuves sérieuses. À première vue, le projet Majestic semble assez sérieux, mais si l'on réfléchit à la raison pour laquelle on a confié une telle tâche à des profanes, il devient évident qu'il a probablement été créé uniquement pour détourner l'attention. La question demeure, pourquoi les politiciens n'ont-ils pas parlé aux gens ordinaires de tout ce qu'ils savent? S'il n'y a rien de terrible là-dedans, pourquoi les activités du projet ne peuvent-elles pas être discutées ouvertement? Peut-être que le gouvernement a autorisé l'accès aux documents du projet Majestic 12, non pas pour partager des informations, mais pour observer à quelle vitesse les rumeurs se répandraient et ce qui en découlerait. Il est évident que cela a été fait de manière délibérée. Une chercheuse spécialisée dans l'étude des mutations animales a partagé comment elle a été invitée dans une pièce où des documents secrets relatifs au projet Majestic 12 lui ont été montrés. Plus tard, on les lui a retirés et on lui a demandé de ne rien dire à personne. Cela soulève la question, pourquoi les montrer en premier lieu? Quelqu'un essayait clairement de manipuler cette chercheuse. Maintenant, les documents sont devenus la propriété du public, mais le processus de déclassification semble ridicule. On a l'impression qu'ils ont été déclassifiés pour savoir ce qui va suivre. Peu d'ufologues croient en l'existence du projet Majestic 12, mais si ces documents étaient des faux, cela ne fait que nourrir les rumeurs sur les activités de groupes secrets. En plus de Majestic 12, des groupes secrets ont été mentionnés, qui auraient étudié le phénomène des ovnis et étaient principalement basés en Amérique. À ce sujet, il a été particulièrement question dans le livre de Ruppelt, publié en 1956. Il écrivait sur une organisation travaillant sous le patronage du président des États-Unis, créée pour étudier les documents du projet Livre Bleu. Dans les années 1950, Wilbur Smith décrivait ses rencontres avec des représentants du gouvernement américain. De nombreuses histoires circulaient sur de tels groupes. En ce qui concerne les suppositions de Ruppelt, il est probable que les conseillers du président l'informaient de tout ce qui se passait dans le pays, y compris la situation autour de l'étude des ovnis, à laquelle de nombreuses personnes s'intéressaient.
Aujourd'hui, de nombreux documents ont été déclassifiés, auxquels quiconque peut accéder dans les archives. Personnellement, je pense qu'il n'existait aucune organisation secrète consacrée à l'étude des ovnis. Du moins, cela me semble peu probable. Il y a eu des périodes où ce sujet suscitait un intérêt accru, comme en 1952, lorsque des témoignages massifs d'objets non identifiés survolant Washington ont été rapportés. À cette époque, le président s'est probablement tourné vers ses conseillers pour obtenir un rapport expliquant ce qui se passait. En période de tension avec l'Union soviétique, le gouvernement des États-Unis ne pouvait pas ne pas s'intéresser aux questions liées aux objets volants non identifiés. Cependant, malgré cela, depuis lors, personne ne s'est vraiment penché sur ce problème. Les agents des services de sécurité n'ont pas réussi à expliquer le phénomène des ovnis, ce qui souligne l'importance de cette question. Lorsqu'une théorie du complot émerge, il y a une tendance à penser que les personnes au pouvoir savent tout sur le problème. Cependant, il semble que le gouvernement possède plus d'informations sur les ovnis que les citoyens ordinaires. Il est peu probable qu'une organisation secrète ait étudié le phénomène des ovnis pendant une longue période, bien que cela pourrait être vrai s'ils avaient vraiment trouvé quelque chose d'important. Mais une telle théorie semble peu probable. Il est évident que le gouvernement se posait les mêmes questions que la société, mais les réponses n'ont jamais été trouvées. À cette époque, le problème des ovnis n'était pas la principale préoccupation à l'ordre du jour, et le gouvernement avait de nombreuses préoccupations. S'il avait existé des preuves que les ovnis étaient liés aux Russes, cela serait devenu une question de la plus haute importance. La certitude que de telles hypothèses existaient au sein du gouvernement ne fait aucun doute. Cependant, ils en sont rapidement venus à la conclusion que les ovnis n'avaient rien à voir ni avec des extraterrestres, ni avec les Russes. Ce phénomène était plutôt considéré comme un phénomène de la culture populaire, et les psychologues ont réussi à apaiser la population. Les gens de cette époque étaient assez superstitieux, bien qu'il y ait eu dans la société une tendance à une perception critique de la réalité. Au final, on a décidé de tout simplement oublier le problème des ovnis. L'existence d'une organisation secrète s'occupant de cette question semble probable. La certitude de son existence perdure encore aujourd'hui, comme l'a affirmé Edward Ruppelt, qui a servi dans l'armée de l'air. Imaginez l'année 1947. Harry Truman dispose d'informations et peut-être même de technologies d'origine extraterrestre. Que feriez-vous à sa place ? En 1947, les États-Unis avaient le monopole de l'armement nucléaire, tandis que d'autres pays tentaient de convaincre les États-Unis d'ouvrir l'accès à la technologie nucléaire et de transférer le contrôle de l'armement nucléaire à l'ONU. Il est bien connu que les États-Unis ont refusé de partager leurs découvertes. S'ils ne voulaient pas parler au monde de la technologie nucléaire, comment auraient-ils réagi face à un phénomène aussi exotique que la technologie extraterrestre ? Très probablement, cette découverte aurait été cachée au monde entier, et même à eux-mêmes. Un tel phénomène serait immédiatement devenu strictement classifié. Ce n'est qu'une hypothèse, mais elle s'accorde assez bien avec les faits scientifiques connus. Nous ne savons pas avec certitude si le projet Majestic 12 existait, mais il aurait tout à fait pu exister. Des rumeurs sur les technologies extraterrestres, les hommes en noir et les organisations secrètes clandestines ont commencé à circuler dans la société. Avec le temps, des déclarations retentissantes ont été faites, surtout au début des années 80. Des chercheurs tels que Milton, William Cooper et David Icke affirmaient que des extraterrestres avaient été capturés et étaient devenus une partie de la race humaine. De plus, ils étaient convaincus que le rôle des militaires américains dépassait largement l'étude des débris d'ovnis écrasés. Il existait une opinion selon laquelle des organisations secrètes liées au gouvernement américain et à de grandes multinationales étudiaient les extraterrestres. Les partisans de la théorie du complot croyaient qu'il existait aux États-Unis des bases souterraines à plusieurs niveaux grouillant d'extraterrestres. Il est prétendu que dans de telles bases vivent des milliers d'extraterrestres et leur seul objectif est d'utiliser les humains à leurs propres fins. Pour eux, nous représentons une sorte d'animaux, à partir desquels la fonction productive de l'homme est étudiée.
De plus, il souhaite créer un hybride entre l'homme et l'extraterrestre, afin que les aliens puissent vivre discrètement parmi nous. Il y a eu des partisans sincères de cette théorie, qui croyaient en sa véracité. À première vue, ces personnes semblent tout à fait normales et amicales, mais en discutant avec elles, il devient évident qu'elles sont envahies par la paranoïa. Elles voient des ennemis partout, sont convaincues que les murs ont des oreilles et que quelqu'un les surveille constamment. De plus, elles sont persuadées que le gouvernement et de grandes entreprises ont conspiré avec les extraterrestres. Selon leur avis, les extraterrestres collaborent étroitement avec les militaires. Et le financement de cette activité est destiné à établir un nouvel ordre mondial lié à des sociétés secrètes telles que les Illuminati et les francs-maçons. Heureusement, de telles théories ne sont soutenues que par ceux qui ont tendance à blâmer les civilisations extraterrestres pour tous les maux. Ces personnes sont convaincues que toute déclaration officielle concernant le phénomène des ovnis n'est qu'un écran de fumée pour cacher des vérités terrifiantes allant de l'existence des extraterrestres aux épidémies de grippe, qui, selon elles, sont spécialement diffusées par de grandes entreprises pharmaceutiques en collusion avec le gouvernement. Depuis le début des années 1950, quelqu'un a constamment insisté sur le fait que la vérité sur les ovnis est cachée aux gens, que les autorités en savent plus qu'elles ne le disent et que les militaires doivent rendre publics tous les documents secrets. Au cours des 20 dernières années, de telles déclarations se font de plus en plus fréquentes, surtout aux États-Unis. Cette question préoccupe ceux qui ont des liens avec les militaires et les groupes de droite, qui voient un complot partout. Certains ufologues s'intéressent également à la théorie du complot, se demandant ce qui est vrai ici et ce qui ne sont que des rumeurs. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de se ranger du côté de ceux qui croient en de telles théories. Cela ne signifie pas que pour devenir politicien en France, il faille rejoindre le parti du Front National. La perspective, pour le dire gentiment, n'est pas très favorable. De telles opinions extrêmes sapent en la confiance dans tous les faits avancés par les ufologues. Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas s'arrêter à temps. Avec le temps, elles vont si loin qu'elles perdent tout contact avec la réalité. Si les objets volants non identifiés observés sur la zone 50 et 1 ne sont que de lointains prototypes d'aéronefs télécommandés, si les hommes en noir ne sont qu'un mythe et non un comité de censure réellement existant, si aucune preuve de l'existence du groupe secret Majestic 12 n'est disponible, alors peut-être qu'il n'y a pas de conspiration mondiale. Certains sont convaincus que le gouvernement joue un jeu absolument honnête. D'autres estiment que les soucoupes volantes sont réelles et que chaque nouveau document officiel cache une preuve supplémentaire de l'existence d'une conspiration mondiale. Il est fort probable que la vérité se situe quelque part entre ces déclarations polaires. Il existe une opinion selon laquelle le gouvernement cache des informations sur l'existence d'une organisation secrète et d'un complot secret. Cependant, comme il est bien connu, notre gouvernement n'est pas doué pour garder des secrets. Parfois, cela va à un point tel que tout se transforme en farce. Par exemple, le cas de Monica Lewinsky, lorsque le monde entier a appris des détails intimes de la vie personnelle du président. Si notre gouvernement garde secrète l'existence des objets volants non identifiés, alors il n'a jamais gardé ses secrets aussi bien. Peu partagent mon point de vue, mais il me semble que si le problème existe réellement, son étude nécessiterait une énorme quantité de ressources humaines. Cela fait déjà 50 ans que l'on parle de ce phénomène, et pendant ce temps, nous n'avons pas pu ne pas entendre parler d'enquête. Il existe une organisation gouvernementale secrète à travers laquelle plusieurs générations de scientifiques sont passés. Les ministres et les militaires qui ont travaillé dans les bureaux du président en auraient eu connaissance. Plus il y aurait de personnes impliquées dans ce projet, plus les rumeurs se répandraient rapidement. Je vous assure que nous aurions déjà tous su depuis longtemps. La théorie du complot repose sur la méfiance envers les déclarations gouvernementales. Lorsque l'on nous dit que c'est un mensonge, nous considérons cela comme une preuve supplémentaire que quelque chose nous est caché. Mais telle est la nature humaine qu'elle joue en faveur des partisans de la théorie de l'existence d'un complot secret. Il est nécessaire de le prendre en compte, ce que je dis constamment à mes collègues. Au cours de sa pratique de recherche, l'auteur
fort d'une expérience significative, a rencontré peu d'ufologues, malgré de fréquents déplacements à travers le monde. Lors de ces voyages, il s'occupait non seulement de ses affaires officielles, mais réfléchissait également au fait que les dirigeants des gouvernements de différents pays n'avaient peut-être pas organisé d'organisations clandestines. Il note que ces 50 dernières années, certaines recherches, rapports et conclusions ont été classés secrets. Néanmoins, il est convaincu que le gouvernement agit correctement en ne se précipitant pas pour rendre cela public. À son avis, les hommes d'État sont confrontés à un phénomène inhabituel qu'ils tentent d'étudier. S'ils n'ont pas réussi à tirer des conclusions claires et à expliquer ce qui se passe, est-il censé d'admettre leur incompétence? Cela lui semble tout à fait évident. Cette situation est observée dans le monde entier. Par exemple, lorsque le gouvernement de France a dépensé des milliards de dollars des contribuables, il ne s'est pas vanté de cela, mais a plutôt tenté de cacher les faits au public. En parlant des ovnis, l'auteur estime que le gouvernement n'est jamais parvenu à une conclusion sur ce phénomène et a préféré ne pas en parler du tout. Il ne croit pas à la théorie du complot, affirmant qu'il n'existe pas de preuve d'un complot secret. Parfois, il lui semble que le gouvernement justifie ses actions par souci de sécurité nationale. Mais en pratique, cela conduit à l'effet inverse. Bien que le gouvernement dispose de grandes sommes d'argent, il est flou de savoir à quoi elles vont réellement. L'auteur souligne que ceux qui surveillent le ciel et assurent la sécurité du pays ne savent pas quels objets envahissent notre espace aérien. Il note que la société n'a pas une idée claire de savoir si les ovnis représentent un danger quelconque. Cependant, tout astronome confirmera leur existence. Nous ne savons pas si ces objets ont une origine extraterrestre, bien que, selon lui, cela soit tout à fait possible. Il ne sait pas d'où ils viennent, mais il est convaincu qu'ils sont réels. Personne ne sait quoi en faire, mais ce phénomène existe et on ne peut tout simplement pas l'ignorer. Le gouvernement canadien, selon ses dires, ne tente pas de cacher l'information, mais peut-être qu'il ne sait tout simplement rien. Cela crée une impression de silence éloquent, qui peut être interprété comme une tentative de cacher un énorme secret. L'auteur pense qu'il vaut mieux que le gouvernement se taise pour ne pas inquiéter les citoyens. S'il cache quelque chose, cela réduit les raisons de paniquer. Il note que les militaires protègent le ciel, tandis que la police veille à l'ordre sur terre. Néanmoins, dans l'armée, il y aura toujours des officiers qui peuvent abuser de leur position. Par exemple, un officier peut donner l'ordre à un sergent ou à un caporal d'enquêter sur l'atterrissage d'un ovni à la base de Saint-Aubert. Dans de tels cas, il n'y a pas de question à se poser. L'officier commande et les subordonnés exécutent. De retour chez eux, chacun d'eux racontera à sa femme qu'il a été envoyé par le commandant pour enquêter. Ces conversations peuvent engendrer des rumeurs. Il suffit de 2 personnes. L'auteur estime qu'à un certain niveau de la hiérarchie militaire, non seulement au Canada, mais dans le monde entier, il y aura toujours des officiers qui profiteront de leur position pour recueillir les informations nécessaires. Il affirme qu'il n'existe aucun ordre de conspiration et considère qu'il n'y a pas de conspiration mondiale. Le gouvernement est d'avis que le phénomène des ovnis mérite peut-être d'être pris en considération, mais reste incompréhensible. Dans ce cas, il vaut mieux ne pas informer les gens de son existence et ne pas divulguer d'informations sur les recherches menées. Certaines sources évoquent des opérations secrètes et des projets confidentiels. Cependant, comme le souligne un des experts, aucune preuve de l'existence d'une conspiration n'a été trouvée. Une chose est évidente, le gouvernement américain n'a pas réussi à étudier le phénomène des ovnis et le secret n'a fait que s'intensifier dans le contexte de la guerre froide avec l'Union soviétique. Les décideurs militaires se souvenaient que les rumeurs sur les ovnis pouvaient servir d'arme de pression psychologique tant contre l'ennemi que contre les citoyens. Des recherches sérieuses sur les ovnis n'ont pas été menées. Au lieu de cela, les rumeurs ont été utilisées à des fins politiques. Personne ne peut nier que le gouvernement partage peu d'informations sur les ovnis. Néanmoins, il n'existe aucune preuve de l'existence d'une grande organisation secrète s'occupant de ce sujet. Il y a des raisons de croire qu'une information secrète particulière sur les ovnis est apparue durant la guerre froide, lorsque les Américains craignaient sérieusement une invasion.
Cependant, faut-il croire aux rumeurs folles et aux documents mal interprétés? Pendant plus de 50 ans, la société a reçu des informations manifestement fausses sur les ovnis. La confusion n'était pas le résultat des activités d'organisations secrètes ou d'unités d'élite du gouvernement. Dans ce jeu où règne la méfiance, il est difficile de savoir qui est le plus coupable. Les ufologues, parfois, justifiaient des histoires sensationnelles sans avoir aucune preuve. En conséquence, ils ont créé un brouillard autour du phénomène des ovnis bien plus efficacement que toutes les organisations gouvernementales réunies. Les faits ne les intéressaient pas. Ils cherchaient à prouver leur point de vue et, pour justifier leurs croyances, manipuler les données et négliger les faits vérifiés. Sans l'aide du gouvernement, ils savaient brouiller les pistes et cacher la vérité. Avec l'avènement d'Internet, comme l'a remarqué David Vinson, le protagoniste de la série Les Envahisseurs, le cauchemar avait déjà commencé. Dans le prochain programme, la discussion sur le phénomène mystérieux des ovnis se poursuivra, et nous tenterons de jeter un œil vers l'avenir.